Bienvenue à cette table ronde intitulée Le poisson soluble en étrange animal, qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition du festival Littérature au Centre, dont le thème cette année est littérature et animal. Et pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bellhomme. Bonjour. Qui est le cofondateur de la maison d'édition L'Atelier du Poisson Soluble, une maison d'édition qui a fêté ses 30 ans en 2019 et qui est installée au Puy-en-Velay et qui est une maison dont la notoriété est très grande, la réputation est très, très élevée. Et également pour évoquer la maison d'édition L'Atelier du Poisson Soluble, Clarisse Lockman, qui est autrice, illustratrice jeunesse et qui a publié en 2019 son premier album à l'Atelier du Poisson Soluble qui s'intitule Dans la file et qui a publié en 2020 un second album qui s'appelle La Passoire, également publié à l'Atelier du Poisson Soluble. Donc on parlera de la maison de l'édition, mais aussi du rapport entre littérature, jeunesse et animal, puisque c'est le thème du festival cette année. Donc Olivier, pour commencer, quelques mots sur la jeunesse de la maison d'édition. Je crois que quand vous l'avez créée, vous étiez à l'époque lycéen, vous étiez au lycée où vous ennuyiez beaucoup, et vous avez, donc on est en 1989, et avec Stéphane, vous décidez donc de créer une maison d'édition jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le début de cette aventure ? Oui, effectivement. Alors à cette époque-là, on était effectivement dans un lycée clermontois, et moi je m'ennuyais effectivement, et les mercredis après-midi, j'allais raconter des histoires sur la place principale, sur la place de Jaude. Et Stéphane, lui, dans son coin, il faisait de la peinture. Et on s'est rencontrés comme ça dans notre ennui. On a eu envie de s'inventer une histoire pour nous. Donc j'ai commencé à apporter à Stéphane des petits bouts d'épisodes qui sont devenus petit à petit une histoire. Et au bout d'un an, on s'est retrouvé avec un conte à la confiture et 23 illustrations. Nous sommes allés dans une école pour présenter aux enfants, pour voir si ça pouvait les intéresser. Et comme ça leur a beaucoup plu, on a arrêté nos études et nous voilà ce soir. Et donc vous veniez plutôt de l'écrit et du spectacle finalement, et Stéphane plutôt de la peinture, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est un petit peu d'ailleurs les chemins qu'on a pris ensuite, parce que pendant très longtemps, en fait, l'édition n'a pas été notre activité principale. Stéphane était un graphiste dans une agence où il a pu réaliser les maquettes des premiers ouvrages le soir et les week-ends sur du matériel sur lequel nous n'avions pas à investir. Et moi, j'ai continué à raconter des histoires, en fait, et au cours des tournées, comme ça, j'allais voir les librairies, visiter les librairies pour commencer à mettre en place un réseau de diffusion-distribution. Et ce nom, donc l'Atelier du Poisson Soluble, qui vient d'André Breton, ce choix d'André Breton, c'était plutôt pour rendre hommage au surréalisme, à l'expérimentateur, à l'avant-gardiste, au chef de bande, au poète de l'amour fou, ou un peu tout ça ? Chef de bande, non. Effectivement, en fait, on a cherché beaucoup de noms. Il fallait trouver un nom à la petite structure à l'époque associative qui allait encadrer nos activités et éditoriales et de spectacles. Et quand on est tombé sur ce nom, emprunté donc à un recueil de textes d'André Breton, on a arrêté de chercher parce que c'était un nom une association de mots qui frappait l'imaginaire immédiatement, qui correspondait un petit peu aux différentes activités qu'on voulait faire, des choses qui n'étaient pas forcément compatibles, qui allaient s'associer. Voilà, ça résumait un petit peu notre philosophie. Et puis moi, j'étais à l'époque effectivement beaucoup baigné dans la littérature et dans les arts surréalistes, oui, effectivement. Et comme je le disais au début, la maison d'édition est presque mythique maintenant, mais en même temps, l'idée de poisson soluble, il y a presque la notion de discrétion, d'invisibilité. Est-ce que c'est surinterprété de dire que dans ce choix de nom-là, il y a aussi une volonté d'être discret ? Alors non, avant Poisson Soluble, il y a Atelier. On est un atelier de l'atelier du Poisson Soluble. Donc il y a vraiment cette forme artisanale et pas industrielle, effectivement, de choses bien faites, en prenant le temps, sans rien compter. Et la discrétion, oui, je ne sais pas si on n'est certainement pas mythique, ça c'est sûr. On a une reconnaissance des professionnels. Après, au niveau du grand public, voilà, on est complètement inexistant. Les gens ne retiennent pas plus le nom de l'éditeur, en général.
d'un livre qu'ils lisent. Quand je dis mythique, c'est-à-dire que c'est une maison qui a eu rapidement une descendance, des gens qui se sont inspirés, une source d'inspiration pour les professionnels, une fidélité des libraires et pour les auteurs aussi. Oui, on a une reconnaissance, oui, je pense. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ces premières années, c'est-à-dire concrètement, comment vous lancez dans la fabrication, comment vous lancez dans la diffusion? Alors concrètement, en fait, après avoir réalisé le premier livre, on a eu envie d'en faire un deuxième nous-mêmes. C'était un jeu de cartes avec des petits bouts d'histoire qui commençaient et se terminaient par 3 points de suspension et qui pouvaient se mettre dans n'importe quel ordre. Et puis très rapidement, on a eu à nouveau peur de s'ennuyer et on a sollicité un auteur de la région qui est Jean-Pierre Siméon, qui nous a déniché dans ses tiroirs deux contes qu'il nous a confiés. Et on a pris notre temps. À cette époque-là, on publiait un livre tous les 2 ans et on a mis son premier... on a rangé son premier conte, L'Age ancienne d'or, dans un petit coffret en cèdre du Liban. Un objet très précieux qu'on façonnait nous-mêmes en récupérant des planches de cèdre, en les découpant, en les biseautant, en découpant du cuir. Et le second conte qu'il avait imaginé avec ses 2 enfants, donc on l'a mis dans un coffret en carton ondulé. Donc on était vraiment sur la forme confidentielle du livre-objet un petit peu à cette époque-là. Et ensuite on a commencé donc au bout de quelques années et quelques titres qui se comptaient que sur les doigts d'une seule main, on a commencé à recevoir des projets dans la boîte aux lettres. Et on a publié nos premiers livres d'auteurs en dehors de notre réseau immédiat. Et la diffusion, elle se faisait en fait dans les librairies régionales avant tout. Il n'y avait pas un réseau de librairies aussi dense que maintenant. Je me souviens que quand j'allais à Lyon, en fait, j'avais du mal, à part les très grandes structures, j'avais du mal à dénicher des petites librairies à l'époque. Alors que maintenant, il y a vraiment une profusion, même quartier par quartier. Voilà, donc le tissu a beaucoup évolué. Et simplement, on allait voir les libraires en leur proposant nos quelques titres, le plus souvent en dépôt, parce que on n'avait pas d'autre chose à payer que l'imprimeur et les droits d'auteur. Donc vous partiez en voiture et vous faisiez la tournée des librairies en posant vos ouvrages en dépôt. Voilà, tout à fait. Ou des ventes aussi, on répondait aux commandes. Mais quand j'allais faire un spectacle en Bretagne, je prenais 3 jours avant, 3 jours après pour visiter les librairies sur des itinéraires. Et puis j'allais voir des amis un petit peu partout. Je restais chez eux une semaine et puis je rayonnais dans la zone autour de chez eux. Et pour nous donner un ordre d'idée, c'était des tirages, une fois que vous aviez passé le livre-objet, c'était des tirages à combien d'exemplaires approximatifs? C'était toujours des tirages à 2000 exemplaires pour les premiers. Même, j'oserais dire qu'on publiait, on faisait des tirages plus importants que maintenant. Maintenant, du fait, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, mais du fait de la surproduction, en fait, à cette époque-là, en fait, nous, on ne connaissait pas grand-chose à la littérature jeunesse, à l'édition. On a vraiment appris notre métier sur le terrain. Moi, j'étais objecteur de conscience dans une médiathèque à Issoire ensuite. Là, donc, j'ai pu exercer le métier de conteur et puis m'immerger, faire une vraie formation en littérature de jeunesse en ayant accès à un fonds énorme et dans lequel je me suis nourri. Et à cette époque-là, économiquement, en fait, la plupart des quelques éditeurs jeunesse qui existaient sortaient leurs livres à 8000 exemplaires, qui se vendaient tous dans ces quantités-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et très rapidement, en fait, on a vu que ça... nous, on n'en a pas profité, parce que jamais on aurait pensé qu'on pouvait vendre 8000 exemplaires d'un livre. Mais malgré tout, on a vu que nos 2000 exemplaires, en fait, devenaient ces dernières années, devenaient trop importants par rapport à la surproduction. Voilà, le nombre de nouveautés a dû multiplier par 5 ou 6 en une trentaine d'années. Je crois que c'est 500% en 20 ans, il me semble, d'augmentation en jeunesse. Et maintenant, on tire prudemment la plupart des albums à 1500 exemplaires, et il y en a qui ne dépassent pas 400 exemplaires, parce qu'au bout de 3 mois, le livre est mort. Voilà. Et sur l'identité de la maison, quand on parcourt le catalogue, qu'on
qu'on consulte les livres, on est frappé déjà par la diversité des formats. Devant nous, c'est assez flagrant. La diversité des types de graphismes, où il y a toujours un attachement à l'artistique, mais vraiment des formes extrêmement variées. La variété des tons, l'humour, le sérieux, le grave, le tragique, et aussi la variété des thèmes. Et si on cherchait peut-être un point commun à tout ça, c'est le plaisir que ces albums peuvent donner à la fois aux enfants et aux adultes. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ, cette notion-là ? Alors, pas tout à fait. Ça serait malhonnête de ma part de dire qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire. Et c'est Éric Hazan, l'éditeur de La Fabrique, qui, dans un livre, un de ses livres qu'il a écrit, il publie beaucoup de livres sur le livre. Oui. Voilà. Et dans un de ses livres, il dit qu'en fait, la ligne éditoriale, elle se fait en publiant. Et ça, c'est parfaitement vrai. Ne serait-ce que par l'évolution, mais aussi dans sa définition même. Et au départ, on voulait publier des livres qui nous correspondaient, et puis petit à petit, des choses se sont définies d'elles-mêmes, en fait. Des choix ont été faits. Et effectivement, d'emblée, on n'a jamais voulu s'enfermer dans des collections, ni un format, imprimer 4 livres au même format, avec le même nombre de pages pour des raisons économiques. Pour nous, c'était complètement aberrant. Quand on recevait un projet, on allait réfléchir ensemble au format qui allait le servir au mieux, si techniquement c'était possible, et si, bien sûr, le livre n'était pas à 75 € en prix public, mais quitte à faire des choses un petit peu extraordinaires. Alors, je n'ai pas amené beaucoup de choses avec des formats particuliers, mais celui-ci s'ouvre dans ce sens, par exemple. Voilà, si ça s'y prête, en fait, s'il y a une cohérence entre le contenu et la forme, on va étudier toutes les possibilités techniques et économiques pour que ce projet trouve son écrin et trouve sa forme qui va servir au mieux le projet. Et dans un entretien à France Culture, vous disiez que la condition première d'acceptation d'un manuscrit, c'était être surpris. Oui, alors ça, c'est exactement ça. En fait, il y a souvent des auteurs qui nous appellent pour savoir si telle chose ou telle chose nous intéresserait, si on publie des livres, je sais pas, sur les renards ou sur tel ou tel thème. Mais en fait, on ne fonctionne pas en thème ni en sujet. En fait, c'est vraiment pratiquement tout ce qu'on a publié, ce sont pratiquement tous des coups de cœur, en fait. C'est-à-dire que ce que je dis aux auteurs, c'est que si je continue à faire ce métier, c'est parce que je ne sais pas ce que je vais publier demain et que je demande à l'auteur de me surprendre et de me proposer quelque chose que je ne m'attends pas à publier demain. Et donc, vous recevez des manuscrits par la poste. Est-ce que parfois, vous sollicitez les auteurs sur des demandes ? Tout est possible, en fait. Il n'y a pas de règles. On reçoit par la poste de moins en moins, de plus en plus par Internet, ce qui devient très compliqué d'ailleurs parce qu'un petit peu moins maintenant, mais on a reçu jusqu'à 10 projets par jour. Voilà, ce qui est, heureusement, ce ne sont pas des romans, c'est pratiquement c'est difficile à absorber. Et avec Internet, en fait, maintenant, avant, en fait, quand les illustrateurs devaient faire des photocopies et payer l'envoi, ils faisaient l'effort d'aller en librairie et en bibliothèque pour cibler 5 à 10 éditeurs. Et maintenant, on envoie à 250 en un clic. Et c'est une catastrophe parce que nous, on est bien obligé d'ouvrir avant de refuser quand même. Et il y a un bon pourcentage de choses qu'on n'aurait jamais dû recevoir. Pas seulement pour la qualité, plutôt pour le contenu, en fait, pour des choses classiques. Quand c'est un projet qui commence par « Il était une fois dans la merveilleuse forêt », des lutins, la petite fée, je vais voir 3 pages plus loin pour voir si c'était pas une fausse entrée en matière. Et puis quand je vois qu'à la fin ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants, je lis pas les 60 pages qui sont entre. Et Clarisse, est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est passée la rencontre avec le Poisson Soluble, comment vous leur avez proposé dans la file et comment il s'est retrouvé édité ? Oui, alors à ce moment-là, moi j'étais en résidence au Musée de l'Illustration Jeunesse à Moulins. C'est une résidence de 3 mois, d'octobre à décembre. Donc j'avais déjà commencé à faire les illustrations sur ce livre et le texte, mais j'avais pas encore présenté le projet, j'avais pas encore d'éditeur. Et au milieu de la résidence, donc en novembre, il y avait le salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil. Donc j'ai fait une petite pause dans la résidence et je suis allée voir Olivier sur son stand à Montreuil. Et donc j'ai présenté le projet en cours. Et puis tu m'as expliqué, je pense, comment vous fonctionnez, Laure et Stéphane et toi, sur la réception des manuscrits, que vous faisiez des petites présélections chacun de vos côtés, jusqu'à une réunion pour parler des projets que vous éditiez. Donc tu m'as invité à renvoyer la maquette quand je la considérerais terminée. Donc je crois que je te l'ai envoyée 3 semaines après. Et puis à la fin de ma résidence, en décembre, il y a Laure qui m'a appelée pour me dire que c'était bon, donc j'étais super contente. Donc je Olivier, me trompe pas. C'est bien ça. Olivier, vous avez été surpris en découvrant cet album, mais est-ce que vous avez eu conscience de découvrir une autrice ou quelqu'un qui avait vraiment à la fois un graphisme et un texte singulier? Oui, alors je vais pas faire rougir Clarisse, mais effectivement, dans cet album, ce qui nous a beaucoup plu, donc on a toujours quel que soit le nombre de personnes dans l'équipe, on décide toujours de façon collective, et voilà, c'était assez unanime. L'histoire peut paraître simple, mais le traitement graphique était très original et très, très riche, très intéressant. Voilà, alors tu en parleras sans doute mieux que moi, mais voilà, cette illustration partage comme ça de couleurs. Voilà, on voit que tu n'as pas fait art appliqué, par exemple, hein, parce que tu débordes. Mais c'est tout à ton honneur, parce que c'est magnifique. Le résultat est très sensible, très chaleureux. Et cette petite histoire tout à fait anodine au départ, en fait, ouvre la porte à beaucoup de lectures, en fait. Voilà, je n'ai pas rebondi à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, mais effectivement, ce qu'on aime dans les albums, c'est qu'il y ait la plupart du temps, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Voilà, que tout le monde y trouve son compte, y compris l'adulte qui accompagne la lecture des jeunes enfants. Voilà, si c'est le livre, si cet album doit être le livre préféré d'un enfant et qu'il le réclame 10 fois par jour, autant que l'adulte ne s'ennuie pas et qu'il trouve une complicité qui s'émousse pas à la troisième lecture. Voilà. Et là, effectivement, donc cette petite souris s'ennuie dans une file d'attente et elle va remonter la file d'attente et rencontrer les animaux les uns après les autres. Et à chaque fois, chaque animal est mis en situation avec un surnom qui le définit, voilà, un petit peu, qui le renvoie à un cliché. Voilà, il y a plusieurs entrées possibles. Et il se trouve que, finalement, tous ces animaux faisaient la queue pour rentrer au Muséum d'histoire naturelle. Voilà, et quand elle arrive à l'entrée, la petite souris, elle se faufile, elle gruge tout le monde parce qu'elle tient pas, elle supporte pas l'attente, donc elle demande à son papa de garder la place. Et pendant ce temps, elle va mener l'enquête. Et donc quand elle arrive au bout de la file, elle se rend compte qu'elle a oublié son papa et elle fait demi-tour. Donc voilà. Et pour les adultes et les enfants, par exemple, c'est un livre qui peut être lu comme un bestiaire, première entrée. C'est un livre qui peut être lu comme une histoire, en fait. Avec une vraie narration. Comme un imagier. Voilà, comme un imagier et aussi comme une enquête ethnographique des files d'attente. Oui, une étude sociologique, voilà, quasiment. C'est ça, sociologique, puisque finalement les comportements de chacun de ces animaux renvoient à des comportements que des humains peuvent avoir dans une file d'attente, que ce soit au supermarché, au cinéma, donc qui renvoient au quotidien vraiment de chaque enfant. Donc il y a vraiment une vraie richesse avec des moyens tout simples, en fait. Voilà, et c'est ce qu'on adore effectivement dans la littérature jeunesse. Et pour nous, voilà, la littérature jeunesse est bien une littérature. Quand je t'avais rencontré à Montreuil, tu m'avais dit l'intérêt dans ce projet aussi, c'est qu'après l'enfant dans la file d'attente, avec des vraies personnes, pourra dire « Ah, c'est comme l'animal dans le livre » pour poursuivre la lecture dans la vraie vie. Voilà. Rapporter l'imaginaire dans le monde qui est parfois ennuyeux quand il faut aller à la banque. Est-ce que pour revenir au graphisme en général, les livres publiés à l'Atelier du Poisson Soluble, en général, sont aussi aimés par les amateurs d'art et d'illustration en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les auteurs que vous accueillez, en général, un vrai travail
artistique sur l'illustration. Oui, voilà. Alors, effectivement, on essaye d'être un espace de liberté pour des créateurs. Alors maintenant, c'est un petit peu moins vrai, mais il y a un peu plus de 10 ans, chaque éditeur était identifié à un genre graphique un petit peu, et il y a eu une explosion de l'image en fait. Voilà, et la diversité qu'on proposait se retrouve maintenant dans beaucoup de maisons d'édition en fait. L'école des loisirs, alors ils sont peut-être un peu plus classiques que les autres, mais des maisons d'édition comme Kaleidoscope, enfin beaucoup d'éditeurs en fait sont vraiment ouverts à ce brassage, à cette diversité. Et peut-être que sans doute on y a contribué un petit peu. Et on publie autant des jeunes illustrateurs donc qu'on rencontre sur des salons du livre, comme c'est le cas avec Clarisse. On a rencontré par exemple de la même façon Delphine Perret, qui doit avoir 60 ou 80 livres à son actif maintenant. Voilà. Une des autrices les plus connues. Voilà, c'est une star maintenant. Et je me souviens encore quand elle est venue sur notre stand de Salon du Livre de Montreuil, elle rentrait à Strasbourg. Elle nous a montré un petit projet qu'elle avait fait chez ses grands-parents à la campagne pendant les vacances. Et il lui restait encore 3 années d'études. Et on lui a accepté son projet et le livre est sorti. Et Claire Cantet, c'est pareil. Hein, elle nous a présenté son projet. C'était peut-être au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Et c'était son premier livre. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs et illustrateurs comme ça qui sont connus et reconnus maintenant et que nous avons rencontrés sur des salons ou que nous avons découverts dans notre boîte aux lettres ou dans la boîte aux lettres virtuelle. Et de la même façon, en fait, des auteurs qui sont reconnus, qui ont déjà publié, beaucoup par ailleurs, qui ont leur maison d'édition par ailleurs, eh bien, nous viennent nous voir de temps en temps parce qu'ils se retrouvent avec un projet beaucoup plus personnel que ce qu'ils font d'habitude et ils ne peuvent pas le proposer à leur éditeur habituel. Et on est dans ce sens-là aussi un espace de liberté. Alors je pense par exemple à un album qu'on a publié il y a très longtemps de Christian Grenier qui est auteur de science-fiction. C'était mon auteur préféré quand j'étais au collège. Et il m'a proposé un texte complètement atypique que j'étais très fier de publier. Je pense aussi sur la pointe des pieds de... je n'ai pas retrouvé les noms de tout le monde aujourd'hui. Sur la pointe des pieds de... Voilà, enfin, d'autres auteurs qui ont des projets personnels qu'ils ont portés pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et tout à coup, ils mûrissent et on fera qu'un livre avec eux, on ne publiera que ce livre-là d'eux, mais ça sera un projet complètement atypique qui n'aurait peut-être pas pu voir le jour si on n'avait pas été là à ce moment-là. Donc il y a effectivement cet aspect graphique et il y a aussi le fond, c'est-à-dire qu'il y a une grande liberté aussi dans les thèmes abordés, dans les tons abordés, des questions graves traitées à destination de la jeunesse. Cette articulation-là entre liberté graphique et liberté des thématiques est aussi très, très fort à l'atelier. Absolument. Alors voilà, ça c'est une philosophie très importante en fait dans notre ligne éditoriale, pour moi en tout cas, et que je défends vraiment au quotidien. On a publié, alors au début on publiait effectivement des livres pour s'amuser, effectivement, et puis on a commencé à recevoir des projets beaucoup plus ambitieux et qui abordaient des sujets supposés difficiles pour les enfants. Voilà. Et le premier, je pense, qu'on a publié, c'est Savoir-vivre de Yann Fastier, qui est une sorte de petit catalogue de fais pas ci, fais pas ça, qui s'adresse aux enfants, mais sur un mode vraiment frontal. C'est-à-dire que l'adulte lecteur se reconnaît en tant que parent, et forcément, il rigole. Et au bout d'un moment, la limite n'étant pas la même pour tout le monde, voilà, on se reconnaît trop et un malaise s'installe. Par contre, ça fait beaucoup rire les enfants qui s'emparent souvent de ce livre comme un moyen de défense. Et j'ai assisté à des scènes, bon, j'aurais pas le temps de toutes les rapporter, mais des scènes vraiment extraordinaires sur les salons du livre avec des enfants qui les serraient contre eux. Les parents étaient vraiment embarrassés et les enfants voulaient repartir avec en disant mais comme ça, quand tu me diras des phrases du livre, j'irai le chercher. Voilà, et je me souviens aussi d'une dame en fin de salon, voilà, c'était un livre que du coup j'étais obligé vraiment de défendre sur le front
voilà, avec des arguments, ce que j'aimais beaucoup de toute façon, c'était parfait pour engager des dialogues voilà, sur beaucoup de choses. Et je me souviens d'une dame, d'une grand-mère, bien habillée, en fin de salon, et là je me disais non, là je suis fatigué, j'ai la route à faire après, j'avais un petit peu des préjugés, donc je me disais que ça allait mal se terminer. Et elle a lu le livre jusqu'au bout, elle l'a refermé, elle a dit « J'en veux 3, mon gendre est un con ». Voilà, donc on fait des livres qui dérangent les adultes et les médiateurs du livre, les bibliothécaires, parce que je sais que ce livre-là, par exemple, a suscité beaucoup de débats au moment de l'achat à l'office de la part des bibliothécaires, qui se demandaient s'ils allaient pouvoir le lire en animation ou même le proposer dans les bacs, parce que pour nous c'est facile en fait, nous on est dans nos bureaux, on publie ce qu'on veut et puis on n'est pas en contact ni avec les parents. Par contre les libraires et les bibliothécaires sont en contact direct, et les bibliothécaires ont le retour des parents qui ont pris certains livres par hasard parce que le titre les interpellait. Et ça m'intéressait, voilà, l'idée d'un livre, c'est pas forcément qu'il se vende par palette en tête de gondole dans les supermarchés, mais c'est aussi qu'il provoque des débats, y compris par les utilisateurs et les médiateurs du livre, sur leur pratique au quotidien. Pourquoi ce livre, je ne le propose pas? Pourquoi je ne peux pas le lire à des enfants, ou en tant que parent? Et qu'on aille jusqu'au bout du questionnement, quoi. Voilà, ça m'intéresse des livres qui dérangent. Voilà, après, en 2001, on a sorti Marius, sur le mot parentalité. Voilà, qui était le premier livre qui abordait le sujet de façon très intelligente. Voilà. On ne veut pas simplement faire des livres qui provoquent bêtement, il faut vraiment que ça ait une pertinence et qu'il y ait une façon intelligente qui ne mette pas en danger les enfants, en fait. Voilà. Et là, je m'appelle Marius, j'ai 5 ans et j'ai 2 maisons. Ma maman a un nouvel amoureux et mon papa aussi. Et voilà, tout le monde me regarde bizarrement, mamie, la maîtresse d'école. C'est pareil, je ne vais pas tout raconter, réagissent un peu à leur façon, mais moi, tout va très bien. J'ai très bien compris ce qui se passait, il n'y a pas besoin d'employer de métaphores. Voilà, chacun sa vie. Moi, quand je serai grand, je me marierai avec ma copine avec qui on a construit un bateau de pirate au fond du jardin. Voilà, chacun sa vie et sa conception du bonheur. Donc, voilà, ce qui nous intéresse vraiment, c'est des livres comme ça qui abordent des sujets supposé délicat, mais avec intelligence en fait. Le slogan de nos affiches pour nos 15 ans, c'était l'atelier du poisson soluble, des livres qui racontent des histoires aux enfants sans leur faire croire au Père Noël. Voilà. Alors on n'aime pas les morales à la fin des livres, on aime bien que les choses soient ouvertes pour que chacun puisse s'approprier en fait à sa façon. On a sorti plusieurs livres sur le handicap, mais qui ne sont pas des livres médicaments pour tel ou tel ou tel handicap, qui sont avant tout de la littérature jeunesse. Les choses sont évoquées, et si on veut, on peut reconnaître tel ou tel symptôme ou tel handicap, mais on peut aussi le prendre comme un éloge de la différence en général, en fait. Voilà, là aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, un de mes préférés, c'est... je vais essayer de vous le raconter sans pleurer. C'est l'histoire de Margot, cette petite fille qui avait les yeux bleus comme l'eau bleue, les flots bleus de l'océan. Et elle est évoquée par une de ses amies qui explique qu'elle aurait dû se rendre compte que les bleus qui étaient sur sa peau, qu'elle voyait dans la mer en se baignant, n'étaient pas dus au froid de l'eau, à la froideur de l'eau. Voilà, entre les lignes, on peut comprendre. Et puis, elle aurait dû comprendre aussi que quand elle désignait l'horizon en disant que le monde était sans doute plus beau, plus loin là-bas, elle aurait dû comprendre. Voilà. Et rien n'est dit de plus. Et si on ne veut pas comprendre, on ferme le livre et on se dit, tiens, c'est quoi? Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu dire. C'est un livre très onirique dans l'illustration, très pudique dans la description, mais c'est un livre qui parle quand même ce qui n'est dit nulle part, du suicide des enfants battus. Voilà. Et ça m'intéresse que ce soit abordé comme ça, parce que ce genre de livre, ça peut sauver des vies, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut mettre des noms sur des choses et ça peut être un bâton de parole dans des situations. Un mot sur les objets. Les livres qu'il y a devant nous, là, il n'y en a pas un, je pense qu'il y a un format identique. Comment vous faites ces choix-là de format, le choix du papier, le choix de... Ça, c'est en général les illustrateurs qui choisissent. Oui, c'est vrai. Bon, après, comme ils sont très capricieux, nous on s'adapte, mon pauvre monsieur. Non, mais
Après, j'imagine qu'il faut que ce soit cohérent avec, comme tu disais tout à l'heure, que ça serve le propos. Mais je sais plus tellement comment ça s'est passé. Enfin, On t'a jamais dit, faut que tu enlèves 3 pages, non, faut ouais, t'en non, rajouter non. 10. Non, je pensais Mais aussi pour- sur le format, la taille du livre. Alors Ouais. le format, en fait, c'est souvent, là dans le cas de Clarisse, Pour- c'est souvent l'illustrateur qui l'apporte, en fait. Par exemple, pour Dans la file, initialement, j'avais pensé à un Leporello, donc Oui. un grand film, un grand livre en accordéon, mais après, il y a des contraintes de budget, de fabrication aussi. Mais, et ensuite, ouais, moi, j'imaginais plus un petit livre. J'ai eu plusieurs retours comme quoi c'était petit pour se plonger dans l'illustration. Mais du coup, pour la passoire, on a opté pour un format un petit peu plus grand. Voilà. Alors, effectivement, le format, il est souvent proposé par l'auteur par l'illustrateur plutôt. Quand on confie un texte, parce que ça arrive aussi, quand on confie un texte à un illustrateur, on ne lui dit pas, bah, tu nous fais quelque chose pour 4 ans, tu nous fais en 28 pages, tu nous fais format A4 parce que ça coûte moins cher. Voilà, c'est vraiment à l'illustrateur de s'emparer du projet et de définir, lui, la forme qui va le servir au mieux. Alors, il fait pas non plus, il n'est pas en roue libre complète. On fait des allers-retours et on discute sur la pertinence de ses choix. Et après, effectivement, il y a toujours une contrainte technique, c'est-à-dire que les cahiers, ils font 4 pages. Bah, si vous voulez 27 pages, voilà, on ne va pas couper. On est obligé de faire des recto verso. On peut pas, voilà. Parfois, il faut rajouter ou Voilà. enlever des pages. Voilà, un livre, il a un nombre pair de pages, donc ça, on ne peut pas y échapper. Et après, comme c'est des formats de 4 pages, effectivement, il faut que ce soit des multiples de 4, voire de 8. Et pour des raisons économiques, après, des fois, comme les livres sont imprimés sur des grandes feuilles, des fois, vous avez tous les cahiers qui sont sur une feuille, et pour 4 pages de plus, on est obligé de prendre un deuxième cahier, une deuxième grande feuille, et de refaire décalage, et du coup, ça peut avoir une incidence énorme sur le prix de revient. Donc effectivement, on est obligé de s'adapter à des contraintes techniques, vraiment de la machine. C'est malheureusement la machine qui a le dernier mot. Bon, mais c'est à la marge quand même, parce qu'effectivement, pour pouvoir permettre d'avoir ces 4 pages de plus, par exemple, on peut réduire le format en homothétie à 90%, et dans ce cas-là, le cahier va rentrer. Et 90%, bah, c'est presque pareil. Donc il y a quand même un arbitrage, une discussion avec la machine qui peut avoir lieu. Et pour le cas des formats vraiment très particuliers, là, le budget joue vraiment, parce que je ne sais plus combien faisait ton album, combien il y avait de pages, mais un Leporello, on a publié plusieurs Leporello. Bah, s'ils ont 1 mètre de long, par exemple, bah, ça peut se faire avec un seul collage au milieu. Mais s'il y a 4 collages, ça veut dire, comme c'est des collages manuels, ça veut dire un coût de main-d'œuvre très important et un prix public, un prix de revient beaucoup plus important. Voilà, ça peut être le double, tout simplement. Et ça a une incidence très importante sur le prix public au final. Et qu'un livre puisse être proposé à 15 € au lieu de 35, quand même, voilà, ça change beaucoup de choses. Même si Et la lecture fonctionnait aussi en page à page, Voilà. donc du coup... Et là, ça s'y prêtait, effectivement, puisque c'était une file d'attente. C'était intéressant de remonter, de pouvoir déployer la file d'attente. Et après, je comprends que 35 €, c'est plus intéressant pour les droits d'auteur. Mais si on en vend que 200, on en vend moins, du coup. voilà, Oui. si on en vend moins. Puisque vous avez commencé à aborder la question économique, Stéphane, je crois que c'était dans un portrait de la maison d'édition dans La Croix, disait que pour arriver à la rentabilité pour un album, il fallait 500 exemplaires vendus. Est-ce que c'est de cet ordre-là ? Oui, ça dépend vraiment d'un album à l'autre. C'est effectivement, ça peut être 400, ça peut être 700. Et sur, Ça dépend du tirage. Quand on est à 2000, en fait, parce que quand on est en dessous, quand on est à 1000, en fait, le prix de revient est vraiment très important. Et là, il faut presque vendre. S'il faut vendre 700 exemplaires sur 1000 pour être au point mort, ça devient compliqué, quoi. Et donc, vous parliez de vos débuts tout à l'heure, où vous preniez votre voiture pour aller faire le tour des librairies. Depuis quelques années, vous êtes distribué par Les Belles Lettres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment si ce fonctionnement diffusion-distribution fonctionne bien pour vous, si les mises en place en librairie sont satisfaisantes, quelles difficultés vous rencontrez dans ce contexte de surproduction que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, je vais reprendre un petit peu avant. J'avais commencé à faire
la jeunesse du Poisson Soluble, la maison d'édition. Donc on est resté sur ce mode associatif et artisanal et pas du tout professionnel pendant plus de 10 ans. Et à un moment, on s'est retrouvé avec une image de marque qu'on avait imposée qu'on avait réussi à construire et qui était reconnue par les professionnels du livre, et avec la possibilité, parce que nos livres se vendaient suffisamment, on publiait à cette époque-là, je crois, 4 titres par an, et on avait la possibilité de professionnaliser la structure, c'est-à-dire de changer de structure, de se salarier, nous, d'abandonner nos autres activités. Et on a fait ce choix-là en publiant dans un premier temps 8 titres par an, en doublant le nombre de nos productions. Et on a embauché très rapidement notre première stagiaire, qui est devenue notre assistante. Et très rapidement aussi, comme on est passé à 12 titres et que ça faisait vraiment beaucoup de volume, en fait, beaucoup de travail, que je ne pouvais plus tout faire, au niveau de la diffusion, distribution, de la facturation, des envois, on a embauché dans un premier temps un représentant qui a fait le travail de diffusion du coup beaucoup plus systématiquement et beaucoup plus largement sur toute la France. Et très rapidement aussi, on a embauché derrière un préparateur de commandes, une préparatrice de commandes. Voilà, donc on a été une équipe de 5 avec des apprentis qu'on avait certaines années, donc on s'est retrouvé avec une équipe de 6. Et ça, c'était notre grande liberté, en fait, dans nos choix. On avait fait le plus dur, c'est-à-dire qu'on avait eu la reconnaissance avec un grand confort pendant 10 ou 15 ans. Et quand on a professionnalisé, le plus dur était fait, parce que le plus dur dans une maison d'édition, en fait, c'est de se faire connaître et d'avoir envie de donner envie aux libraires de défendre, et aux bibliothécaires de commander, et aux lecteurs de lire. Et là, on avait vraiment fait le plus dur. Et le fait de pouvoir diffuser et distribuer directement comme ça, alors pour vous donner des ordres d'idées, on a vendu pendant très longtemps en moyenne 30 000 volumes par an. Voilà, ce qui fait quand même beaucoup de paquets à faire, même si ce n'est pas que des commandes à l'unité, mais ça fait quand même beaucoup de volume. Et quand on était, avant d'aller au Puy-en-Velay, on était à La Chaux, dans le Puy-de-Dôme, au sud, entre Thiers et Vichy, dans le coin du département du Puy-de-Dôme, et on faisait à ce moment-là 80% du chiffre d'affaires de la Poste, par exemple. Et donc le deuxième aspect de cette liberté que nous avions pendant près de 30 ans, c'était d'avoir ce contact direct avec le libraire, parce que le représentant d'une grande boîte de diffusion, de distribution, lui, il présente 15 ou 20 ou 200 éditeurs, et il a des pleins cartables de choses à présenter. Et c'est pas un contact direct. C'est pas celui qui a choisi le livre qui présente à celui qui va le défendre et qui va le vendre. Voilà, donc même si les gens sont très compétents, c'est pas la même relation. Et voilà, on avait une relation de confiance vraiment qu'on a mise en place avec un réseau de libraires militants qui nous défendaient, y compris dans des petits coins reculés, des librairies, crêperies, enfin voilà, toutes les formes un peu hybrides qui allaient en dehors des grandes villes, qui apparaissaient, qui ont apparu il y a une quinzaine d'années. Et cette liberté, on l'a perdue du coup en gagnant le confort. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, du fait de la surproduction dont on a parlé très rapidement, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir payer 5 salaires tous les mois. Donc on a dû faire ce choix douloureux de rompre avec le modèle économique qu'on avait mis en place et qui fonctionnait pour déléguer la diffusion et la distribution, certaines tâches, ce qui allait réduire nos frais fixes mensuels. Voilà. Par contre, alors il ne faut pas être trop négatif, ça nous apportait évidemment beaucoup de choses, c'est-à-dire que le représentant jusqu'à présent, il mettait en place un livre en 3 à 6 mois, puisqu'il commençait à tourner et à présenter les livres qui allaient sortir, par exemple au printemps, il présentait les livres qui allaient sortir à l'automne, et à l'automne, il continuait à tourner quand le livre était déjà paru. Voilà, donc il y avait une mise en place qui était beaucoup plus étalée dans le temps. Maintenant, les représentants nationaux là, que je vais voir à Paris tous les 2 mois, ils ont 5 tournées dans l'année et tous les 2 mois, ils présentent
les nouveautés du bimestre à venir. Et à l'instant T, le même jour, les livres sont en place au même moment dans toutes les librairies. Donc ça accélère la mise en place, mais en même temps, comme c'est un plus gros tuyau, ça accélère aussi les retours. Voilà, les retours étaient marginaux jusqu'à présent chez nous parce que les libraires étaient obligés de nous retourner spécifiquement à nous. Donc ils faisaient un carton par an, voire tous les 2 ans, voire pas du tout en se disant quand le représentant passera, je lui laisserai, on fera un échange. Voilà, donc il y avait peu de retours. Et désormais, en fait, on est comme les autres éditeurs, c'est-à-dire que les retours ont lieu tous les 3 mois. Voilà. Et ça, on a senti voilà, l'accélération de la rotation du livre et de l'espérance de vie. Et c'est très violent. Voilà. Et l'autre inconvénient aussi, c'est qu'avant, le retour ne nous coûtait rien, si ce n'est un petit peu d'envoi, puisqu'on faisait un avoir quand on remboursait. Et maintenant, en fait, forcément, puisque la diffusion et la distribution ont été faites, il y a une commission qui est conservée par les belles lettres, ce qui est tout à fait normal, bien évidemment, puisqu'ils ont fait leur travail. Et du coup, ça a une incidence aussi sur la viabilité économique. Voilà. Maintenant, quand on a des mois à 40 ou 60% de retour, voilà, c'est... Et voilà. Merci. Clarisse, quelques mots aussi sur économique, sur la condition d'auteur. Donc, on imagine que vous avez sorti 2 ouvrages comme autrice-illustratrice. C'est pas ce qui vous permet, c'est pas ces droits d'auteur qui vous permettent de vivre. Est-ce que vous pourriez expliquer, vous avez parlé de votre résidence au musée de l'illustration jeunesse de Moulins, est-ce que vous pourriez expliquer les activités annexes qui vous permettent, vous, de vivre de votre travail? Donc oui, donc mon activité, elle a commencé avec la résidence. Donc, dans le cadre d'une résidence, on a une bourse pour produire le livre. Et en parallèle, on anime des ateliers donc avec des enfants, mais pas que des enfants, aussi parfois des adultes. Et donc là, c'est de la bourse de création que je mêle avec des illustrations que je vais faire pour, par exemple, des affiches. Enfin, on peut faire des illustrations pour d'autres supports que des livres. Donc les rencontres avec les enfants aussi sont rémunérées. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'activités qui peut permettre de vivre de ce travail, en plus des droits d'auteur. Voilà. Pour revenir à Dans la file, qui nous permettra donc de parler aussi de littérature et animale, la genèse de cet album, c'est que vous observez une file d'attente. Vous êtes à Barcelone, je crois, à ce moment-là. Non, en fait, c'est que j'ai fini mes études en faisant un mémoire en art appliqué. Oui, j'ai fait art appliqué. Oui. Ça se voit pas, hein. sur l'attente non de design graphique. Oui. Ouais. Donc donc j'avais réfléchi un petit peu à ce sujet, et puis il était resté dans ma tête. Puis après, j'étais à Barcelone et je voulais reprendre un peu ce sujet, mais sous une forme plus libre et plus artistique, on va dire. Et donc j'ai eu l'idée de faire ce petit livre pour les enfants en mettant en scène des animaux les uns derrière les autres dans la file d'attente. Et ce choix de l'animal, en général, dans l'histoire de la littérature, si on choisit l'animal, c'est soit pour le permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas faire dire à un humain, soit permettre au contraire l'identification. Vous avez décidé de représenter cette file d'attente avec des animaux pour quelles raisons? Alors, en fait, avant de venir ici, je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Je me suis dit, premièrement, parce que c'était vraiment pratique, en fait, d'utiliser les animaux, puisque ça permet un panel de formes et de couleurs et de textures vraiment plus variés que si je faisais des humains les uns derrière les autres. Après, je pense que j'avais envie d'établir un jeu aussi pour les lecteurs, un va-et-vient de se demander, tiens, à quel comportement humain cet animal me fait penser. Mais ça reste un choix. On peut aussi le lire en voyant juste simplement les animaux, en jouant, ça joue sur les expressions, les stéréotypes, les caractères qu'on attribue aux personnages, mais aussi avec leurs attributs physiques, tout simplement, la girafe qui est grande ou la sauterelle qui gruge. Donc on peut le lire aussi comme ça. Donc j'avais envie qu'il y ait ce jeu, donc ça fait davantage appel à l'imaginaire aussi. On a le choix de voir le lien avec l'être humain, mais aussi
contempler ces animaux les uns derrière les autres. Donc, oui, dans votre album, comme Olivier le disait tout à l'heure, on attribue une qualité à chaque espèce. Oui. Et j'imagine que ça a compté aussi dans les choix des animaux que vous avez décidé de faire figurer dans la file d'attente, où ce qui a primé, c'était plutôt la forme, le jeu graphique que permettait chaque animal. Non, en premier, c'est vrai que moi, j'avais en tête le comportement humain que je voulais présenter. Donc après, j'essayais de voir à quel animal ça pouvait coller. Mais après, dans l'organisation des pages, j'ai joué sur le visuel et pour que la juxtaposition elle soit intéressante, des personnages aussi qui peuvent interagir ou avoir un lien les uns avec les autres. Voilà. Et dans votre deuxième album, La Passoire, dans La Passoire, il y a un seul animal qui est la baleine. Donc elle apparaît à un moment où la petite fille... Peut-être que je présente le livre avant. Alors, La Passoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui essaye de retranscrire le rêve qu'elle a fait. Donc, elle reconstitue le décor de son rêve en sculptant vraiment le décor, mais de manière concrète. Par exemple, elle fait les montagnes avec ses petits outils. Elle met les couleurs de ces montagnes. Et puis, en fait, à chaque fois qu'elle a un souvenir de son rêve, aussitôt, il s'échappe. Parfois, elle réussit à en conserver quelques bribes. Donc là, sur cette image, on la voit qui est une métaphore un petit peu de l'exercice de mémoire. Elle essaye avec des outils de prélever des éléments de son rêve, donc une épuisette, ou avec son appareil photo. Elle essaye de photographier le lieu, elle en délimite les espaces. Et puis, soudainement, ces éléments disparaissent de sa mémoire. Donc, j'avais envie de parler de cette sensation assez étrange qu'on a au sortir d'un rêve, mais c'est une étrangeté assez banale puisque finalement ça nous arrive à tous. Et donc parler de la remémoration, de l'exercice de remémoration de son rêve, ça me permettait de parler aussi de ce que c'est que, de manière plus générale, l'oubli, le doute, puisqu'en fait elle doute sans cesse sur ses souvenirs de son rêve. Et donc, à un moment, il y a une baleine La petite fille se souvient qu'il y avait une baleine. Voilà. Elle dit à un moment, une baleine est sortie de l'eau, et puis ensuite, elle dit, c'est la page d'avant, elle dit, elle m'a dit quelque chose qui était vraiment très drôle. Donc là, moi, tout simplement, j'ai utilisé la baleine parce que rire comme une baleine. Donc c'est jamais écrit concrètement, sauf que la petite fille rit. Et après, elle essaye de se souvenir, parce que la baleine disparaît dans la page suivante, et tout de suite, parle plus fort, baleine, on t'entend plus. Donc elle sait plus ce qu'elle lui a dit, mais là, la baleine, elle incarne du coup le rire. Elle vient, elle surgit, puis elle disparaît. C'est plus une incarnation du rire que l'animal en lui-même qui est présenté. C'est étrange parce que je n'avais pas du tout fait cette lecture-là, mais peut-être c'est influencé justement par la représentation d'animaux comme la baleine dans la littérature jeunesse contemporaine. C'est que je le voyais plutôt comme un animal représentant le souci de la planète, justement. Ah bah. Et ce qu'on voit beaucoup dans la littérature jeunesse contemporaine. Donc c'était quelque chose de plus léger. Voilà, plus léger. Et puis c'est un univers très bleu, foncé. Il y a beaucoup d'eau dans le décor de ce rêve. Et puis alors avant, la petite fille dans son rêve, elle installe donc les montagnes, puis les lacs. Elle verse de l'eau pour les remplir. Et puis de ce décor surgit une baleine, tout simplement, qui la fait rigoler. Peut-être quelques mots aussi sur les techniques que vous utilisez. C'est à la fois peinture et des images créées par ordinateur. Oui. Alors, c'est donc un dessin au crayon, dans un premier temps. Ensuite, je rajoute des encres. Donc, contrairement à de la peinture qui va être couvrante, je fais des jeux de transparence avec les encres que je superpose. Je vais scanner ces dessins et ensuite, je travaille à l'ordinateur. Donc ça, je pense que c'est
J'ai fait ça naturellement parce que comme j'ai une formation plutôt de graphie, j'étais habituée à dessiner et à utiliser les logiciels de mise en page. Et puis voilà, ça m'a permis de créer des illustrations qui mêlent à la fois un travail manuel et puis un travail numérique. J'aime bien mélanger les deux et créer un contraste entre quelque chose d'assez organique et le vectoriel qui est très droit et des aplats très, très francs. Et vous avez fait aussi plusieurs affiches dans lesquelles apparaissent des animaux pour un théâtre, pour diverses manifestations. La licorne, le loup, le chien. Et au-delà du plaisir graphique qu'il y a à dessiner, comment vous travaillez cette figure de l'animal, c'est-à-dire, je pense par exemple entre chien et loup. Comment vous êtes venu cette idée des deux silhouettes en parallèle? Entre chien et loup, donc c'est une affiche pour les rendez-vous du Bois Chevalier, donc qui ont lieu chaque année au sud de Nantes. Donc c'est un festival de poésie. Et en fait, chaque année, ils utilisent une expression qui est souvent liée aux animaux. L'année d'avant, c'était drôle d'oiseau. Et donc là, j'avais à reprendre cette expression entre chien et loup qui fait référence à un moment de la journée où il y a une luminosité qui fait qu'on ne distingue pas très bien le chien du loup. Et du coup, donc il y a un jeu d'ombre, l'ombre du chien. Vous devez la voir en ce moment. N'est pas un chien finalement, c'est l'ombre d'un loup. Et voilà, c'était vraiment là prendre l'expression au pied de la lettre. Et pour le théâtre de la Licorne, donc c'est un théâtre qui est situé juste devant la mer, à la plage, donc un théâtre avec des œuvres pour les enfants. Et donc j'ai mis en scène des enfants qui sont en train de sculpter dans le sable un cheval, et pour le faire passer du cheval à la licorne, ils rajoutent un petit coquillage. Donc là, j'aimais bien l'idée de montrer quelque chose qui est en train de se faire, puisque les enfants, ils sont en train de jouer, de sculpter. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire la passoire. Donc je pense que ces deux créations se sont rejointes. Et donc j'avais l'impression que c'était eux-mêmes des petits comédiens, en fait, ils sont en train de jouer comme les comédiens jouent sur scène. Donc pour un théâtre, je trouvais ça cohérent. Mais par rapport à l'animal, du coup, la sculpture du cheval passe juste avec ce petit coquillage à cet animal un petit peu magique, enfin carrément magique, qu'est la licorne. Et dans l'illustration dont je voulais que vous évoquiez, c'était la crise de l'immobilier, où là, pour le coup, vous rejoignez vraiment cette préoccupation environnementale que je trouve très présente dans les publications jeunesse contemporaines. Oui, alors la dernière image, c'est une image qui s'appelle Crise de l'immobilier sur la banquise. Donc je participais à un concours qui était lancé par United Sketches, et il fallait parler du changement climatique, et moi j'avais resserré ce sujet sur la fonte des glaces. Donc on y voit des ours qui visitent la dernière studette habitable. Donc là, en fait, c'est vrai que par exemple pour Dans la file, j'ai utilisé les animaux pour parler de l'humain, et là j'ai plutôt humanisé des animaux pour défendre la cause. Leur cause, et le fait de les habiller, par exemple, ils portent des petits gilets, ça permet je pense, d'accrocher le lecteur et de le faire davantage entrer en empathie avec l'animal représenté. Mais c'est du coup un procédé inverse que dans la file, qui permet de renseigner plutôt sur les humains, et là c'est l'inverse. Olivier, dans l'album, il est omniprésent dans les productions de l'Atelier du Poisson Soluble. On le trouve vraiment dans beaucoup d'albums, et sur beaucoup de formes, à la fois l'imagier, mais des imagiers, encore une fois, pas du tout classiques, comme dans le musée des museaux amusants, mais aussi il peut être utilisé à la fois comme source comme facilitateur de l'identification de l'enfant, mais aussi comme à l'inverse, créant une distance pour regarder le comportement de l'homme avec un autre œil, finalement. Oui. Alors, le sujet est vaste, effectivement. On a beaucoup de... Les animaux ont envahi la littérature jeunesse et notre catalogue, effectivement.
c'est avec plaisir qu'on les a accueillis. Moi, je me suis toujours posé des questions, en fait. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur les albums, sur ce qu'on transmettait, en fait, en termes de clichés, voilà, sur la reproduction qu'on imposait aux enfants par les albums qu'on publiait. Et m'a très longtemps perturber cette espèce de mantra comme quoi on va dessiner un lapin ou n'importe quel animal, comme ça l'enfant s'identifiera mieux. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà. Donc très longtemps, en fait, moi j'ai été très sceptique sur cette identification possible et sur cette volonté en fait de vouloir mettre en scène des animaux dans toutes sortes de situations. Et même j'étais hermétique et après j'ai eu un enfant, je lui ai lu les albums de Claude Boujon, donc ça m'a un petit peu réconcilié. Mais pas au point de faire rentrer comme ça les animaux de n'importe quelle façon dans nos albums et dans notre catalogue. Voilà. J'étais un peu long, mais j'espère que j'ai été clair quand même. Alors, pour ce qui est des contes, effectivement, il y a une tradition où l'animal a sa place symbolique. On ne publie pas de contes classiques, mais malgré tout, on publie des contes détournés, qui fait que dans ces albums-ci, dans ces contes détournés, l'animal, évidemment, avait toute sa place. Donc c'est le cas, par exemple, de C'est pour mieux te manger, qui est une version détournée du Petit Chaperon Rouge. Il était encore une fois un petit chaperon rouge. Et là, évidemment, il est hors de question de mettre autre chose qu'un loup. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Mais tu me l'enlèves de la bouche. Mais j'espère que c'est une proposition, parce que je ne demande qu'à recevoir demain dans ma boîte aux lettres une proposition qui me surprendra et qui me fera publier une version du Petit Chaperon Rouge avec une girafe. Je compte sur toi. Je prends ça pour une proposition. Voilà. La petite poule rousse, évidemment, voilà, on l'a reprise en petite poule rousse. Cependant, Jean Gourounas a stylisé ces personnages à un point qu'ils en deviennent des petites pièces de jeux pour enfants, comme ça, de puzzle. Et vous avez une version très architecturée comme ça du texte qui est très drôle. Voilà donc ce qu'il en est pour les albums, les animaux dans les albums. Et après, effectivement, on a été intéressé aussi par le bestiaire, mais comme toutes les formes qui existent déjà et qui sont proposées par nos confrères, on s'impose presque de faire différemment que nos confrères. C'est-à-dire que si on publie un bestiaire ou un imagier, ou une version du Petit Chaperon Rouge, c'est pas pour faire une énième version. Nous, ce qui nous paraît très important, c'est que cette version, elle doit apporter quelque chose par rapport aux précédentes. Voilà. Donc on a, par exemple, accepté un imagier qui nous a été proposé par une illustratrice qui vivait à l'île Maurice, qui était mauricienne. Voilà. Qui est un bestiaire que j'ai présenté pour le format tout à l'heure, et qui met en scène, en fait, à chaque double page, un animal avec, dans le fond, des petites gravures et des petites informations qui resituent cet animal dans différentes mythologies et différentes civilisations. Voilà, je ne l'ai pas relu avant de venir, mais le cheval, c'est à la fois Pégase, c'est à la fois la licorne, c'est à la fois le centaure. Voilà, il y a toute une richesse comme ça, symbolique de l'animal, qui nous intéressait de présenter. Alors, ça peut être intéressant de l'avoir sous forme encyclopédique, sous forme plus documentaire, mais ça nous intéressait aussi d'accepter la forme que nous avait proposée cette illustratrice, parce qu'elle l'avait justifiée, elle s'était appropriée, donc avec une illustration très brute comme ça, très rare brute, et avec des incrustations beaucoup plus documentaires dans son fond matière. Voilà. Et pour l'anecdote, après, les animaux peuvent former un méli-mélo. Voilà, et ça fait un très 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 beau livre, et très 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 riche et très 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 intéressant, il me semble. Voilà, je pense que vous pensiez aussi au musée des museaux amusants, qui est paru il y a quelques années, en même temps que dans la file. 2019, je crois. Avant, non. Ah,
Donc Fanny Pajot a un dessin très 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 réaliste et très appliqué pour le coup, et ça ne se voit pas forcément, mais ces illustrations sont au crayon papier, au crayon de couleur. Donc vous avez un museau à chaque fois qui est représenté en gros plan, une carte, un planisphère avec en vert la zone où il vit, qui vous donne un indice, un surnom, ici l'opulent, et tout un texte amusant, mais tout à fait sérieux, puisque validé par les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, qui vous mettent un peu plus sur la voie. Et en double page suivante, vous avez l'animal qui est représenté et qui vous donne la solution. Voilà. Donc c'est un livre-jeu comme ça, et ludique et informatif. Et beau. Et beau et magnifique. Voilà. Bon, je ne le montrerai pas entièrement, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà, dans le genre bestiaire également, on a publié celui-ci, qui est le bestiaire transgénique. Julie Lannes nous avait proposé déjà des chimères, des plantes, voilà, modifiées génétiquement. Donc il s'agit en fait, elle a collecté en fait des expériences de manipulation génétique, et plutôt que d'avoir un discours critique ou pas, elle a préféré imaginer ce que ces chimères, ces nouvelles espèces, allaient éventuellement devenir au bout de plusieurs mutations et plusieurs générations. Et elle les a représentées, pareil, sous une forme très savante, comme ça, à la manière des planches zoologiques, en imaginant voilà, ce que pouvaient devenir ces mutations. Par exemple, il y a la chèvre angora qui a été croisée avec le gène du ver à soie, ce qui fait que maintenant elle a un poil soyeux, tout simplement. Voilà, il y a un lapin à qui on a greffé le gène de phosphorescence de la crevette, je crois, juste pour voir si c'était possible. Bon, des fois. Voilà. Donc ça nous intéresse de la même façon qu'on aborde des sujets, en fait, plutôt que d'avoir un discours critique en disant voilà, les OGM c'est pas bien, on a une façon de présenter les choses qui invite à la réflexion sans imposer une conclusion. Voilà, au point que ce livre-là, par exemple, a été très critiqué par des gens très militants, en fait, qui n'acceptent pas forcément ce genre de discours qui n'impose pas des affirmations. Et on m'a reproché de publier un livre qui faisait l'éloge des OGM, puisque les représentations étaient belles et que finalement elles étaient enviables. Mais certaines sont quand même très inquiétantes. Elles sont inquiétantes, oui. Malgré leur beauté. Voilà, moi j'ai apporté celui de l'animal, mais dans les plantes, il y a des croisements avec du foie humain. Elle a présenté des fœtus autour des plants de tomates, donc c'est des choses qui sont effrayantes. Et moi je parlais de la beauté du diable, du coup en réponse, voilà. Après, voilà, je ne cherche pas à convaincre tout le monde de toute façon, et chacun sait très bien que chaque des réactions soient différentes. Et puis, peut-être un dernier pour conclure. Voilà, 2, non? T'as dit 2, non? Et on s'est mis à faire des documentaires à un moment, et de la même façon, on a cherché une forme documentaire qui allait pouvoir être différente. Voilà, l'abeille. Il y a des très beaux documentaires chez beaucoup d'éditeurs, et on a cherché une forme un petit peu différente, et on est allé sur une forme de docu-fiction où vous avez en partie haute, comme ça, de chaque double page, une histoire qui met en scène des personnages, et une partie documentaire en partie basse, comme ça, qui donne des informations scientifiques sur ce qui est simplement évoqué dans la narration. Ici, dans l'histoire du spermatozoïde qui ne savait pas nager, vous avez l'histoire de ces deux petits spermatozoïdes qui surprennent une conversation d'une maman qui explique à sa fille comment on fait les bébés. Et ils sont désespérés parce qu'ils viennent d'apprendre que les spermatozoïdes doivent nager au fond des trompes, et ils ne savent pas nager. Mais heureusement, la nature est bien faite, et une abeille passe par là, etc., etc. Donc c'est sur la reproduction végétale, mais sur toutes les reproductions animales. Et plutôt que de s'enfermer sur une tranche d'âge, voilà, c'est au programme en 5e ou je ne sais quoi, on se dit, un enfant, à partir où on éveille sa curiosité et qu'il a envie de savoir, il n'y a pas de raison de s'arrêter, et on a ouvert à toutes les notions connexes. Voilà, donc on a l'intérieur de l'abeille, toute la chaîne alimentaire, qui sont abordés. Et le second, pour finir,
C'est celui qui est réalisé par le même auteur, Lucas Salomon, illustré par Michael Blanc, et qui raconte cette fois l'histoire du petit singe qui ne savait pas colorier. Donc des animaux aux zoo de Singapour font l'école buissonnière, et en coloriant, un petit singe s'aperçoit qu'il confond les couleurs, donc ils vont voir tous les spécialistes, le serpent à lunettes, l'otorino, et on découvre du coup le fonctionnement de l'œil de façon assez complexe quand même, puisque on aborde forcément la vision des couleurs avec les cellules à cône et les cellules à bâtonnets, tous les dysfonctionnements de l'œil, le principe de l'image animée du cinéma. Et en fait, comme il a une maladie génétique, on va aborder et l'évolution et la tectonique des plaques, puisqu'il a évolué séparé de ses cousins pendant des milliers d'années. Voilà, donc l'animal sert de prétexte à tout, voilà, à toutes les sauces. Merci beaucoup à tous les deux. Pour poursuivre, je vous invite à découvrir l'ensemble du catalogue du Poisson Soluble sur le site de l'Atelier du Poisson Soluble, de commander les livres chez votre libraire de proximité. Et je vous invite également à découvrir le site de Clarisse Lockman, où vous trouverez de nombreuses illustrations. Et je vous invite également à découvrir ces 2 albums, donc Dans la file et La passoire. Je vous remercie et à bientôt. Merci. Merci.